Donc ça fait plus de 10 ans que je suis maraîcher bio. J'ai commencé assez jeune et à l'origine je me destinais pas vraiment vers ça. J'étais plus parti pour être journaliste dans l'écologie politique. Mais voilà, pour plusieurs raisons, la ville et les études, ça me convenait pas. J'avais besoin d'un peu de concret et plus de sens au niveau de l'éthique que j'avais déjà à ce moment-là sur tout ce qui est lié à la décroissance et l'autonomie collective. Voilà, plein de choses à la nature aussi vivant qui depuis que je suis jeune me touchent beaucoup parce que j'ai grandi dans la ferme familiale, donc je suis toujours évolué dans un environnement naturel. J'adorais jouer dehors. J'ai toujours été hyper sensible à tout ce qui touche au vivant. Et donc voilà, l'idée quand je me suis installé maraîcher bio, c'était de donner l'alimentation de qualité aux gens locaux et aussi de contribuer à respecter le vivant, même si l'agriculture, ça, fondamentalement, quand même, ça perturbe les milieux, mais essayer de trouver quand même aller de plus en plus vers une agriculture, en tout cas, qui s'insère de plus possible dans les écosystèmes, et de profiter, ça c'est venu quelques années plus tard, de profiter de ce support de la ferme pour ouvrir à d'autres gens, et aussi pour transmettre, parce que c'est une passion que j'ai depuis longtemps, c'est de transmettre, en fait, mes connaissances autour du vivant, autour de l'écologie, autour de l'agroforesterie, du maraîchage sol vivant, voilà. Donc du coup, c'était vraiment l'idée de faire ça. Et donc ça a pris du temps, c'est le petit à petit. J'ai fait beaucoup en autodidacte, même si j'ai une formation technicien en agroforesterie et quelques petites formations par-ci par-là, mais j'ai beaucoup appris sur le tas par beaucoup de lectures, je lis beaucoup, et aussi les échanges avec d'autres collègues, les visites de ferme, etc., etc. Mais du coup, voilà, ça fait plusieurs années, presque 7-8 ans, ouais, 8 ans, je propose des formations à prix libre et conscient sur ma ferme, sur différents thèmes. Et je fais aussi des prestations, je propose aussi des prestations de conseil dans des projets de jardin ou de ferme. Donc, et puis depuis quelques temps aussi, de manière épisodique, mais là j'ai envie de renforcer cette activité-là, c'est l'accueil de groupes scolaires, de, de groupes aussi, du coup de loisirs, et d'IME ou d'autres structures médico-éducatives. Voilà, j'ai commencé déjà à en accueillir quelques-unes depuis quelques années, mais l'idée c'est de développer un peu plus cette activité-là, notamment en lien avec le fait que je recherche une associée sur la ferme, parce que c'est vrai que le maraîchage prend beaucoup de place niveau charge mentale et surtout charge mentale en fait, et mais aussi au niveau temps. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir cumuler toutes ces activités avec le maraîchage en même temps. Ça fait pas mal de choses déjà. Et du coup, voilà, l'idée c'est d'avec une personne qui serait plus axée sur le maraîchage, de pouvoir me consacrer un peu plus à ces activités pédagogiques qui me passionnent énormément et que j'ai envie de développer plus. Et aussi de pouvoir aussi davantage développer l'aspect agroforesterie et arboriculture de la ferme, parce que j'ai commencé à planter quelques arbres fruitiers, mais j'ai pas trop le temps de m'en occuper, de faire un suivi technique qui soit carré, et de pouvoir en planter davantage. Donc du coup, c'est l'idée aussi de pouvoir mieux suivre les arbres déjà implantés, de pouvoir en planter davantage aussi sur la ferme. Donc voilà, donc si vous connaissez du monde qui serait potentiellement intéressé pour un projet collectif, voilà, n'hésitez pas à en parler. Et donc pareil, si vous connaissez du monde aussi qui est intéressé pour des formations pédagogiques, pour en apprendre plus sur le vivant, n'hésitez pas à leur parler de ma ferme. Donc j'ai mon site web permabocage.fr. Et du coup, n'hésitez pas s'il y a des questions. Je sais pas si vous avez des questions autres sur mon parcours, sur la ferme, sur les activités que je propose, ou des questions toutes bêtes que vous vous posez sur l'installation paysanne de manière générale, les difficultés qu'il peut y avoir, les avantages que ça a aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas. Profiter de ce moment-là pour me poser des questions. Voilà, j'avais prévu de prendre un petit temps pour ça, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà, j'attends un petit peu s'il y a des commentaires ou pas. Et s'il y en a pas, c'est pas grave. Hein, il y aura d'autres occasions lors d'autres lives que je ferai pour me reposer. Et si vous n'en avez pas là, il n'y a pas de souci quoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, c'est le moment. Donc, salut Marty, Rise Up. Donc apparemment, je vois qu'il n'y a pas de questions sur la ferme pour l'instant, sur le parcours, donc je sais pas, ça se trouve j'ai déjà été complet, et j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je sais pas, n'hésitez pas en tout cas là, c'est le moment. Alors, mot d'image, je suis un peu loin de Finistère, profitez de vos produits et formations, mais je lis vos publications avec attention. Merci de vos retours, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai, oui, Solène, merci, ouais. Oui, donc Solène qui me dit peut-être que tu peux parler de tes prochaines formations, donc effectivement, donc mes prochaines formations, là c'est du coup sur le jardinage naturel, donc initiation au jardinage naturel le 7 janvier.
Donc du coup, c'est une initiation en fait sur, on va dire quasiment tous les aspects qu'on doit avoir en main quand on veut commencer un projet de potager ou qu'on veut que son potager réussisse bien en lien avec le vivant. Du coup, salut Anna, je vais répondre à ta question après. Ouais. Et je suis agent. Oui, merci. Et mais du coup, oui, bah du coup, c'est une formation sur les aspects, bah, comment gérer les apports en matière organique sur son jardin, comment travailler le plus possible avec la vie du sol, comment connaître le plus possible son sol par soi-même, par des tests tout simples que je montre pour mes formations. Quelles pratiques aussi, quel aménagement on peut faire au jardin pour accueillir le plus possible les vivants. Et en s'attaquant un petit peu aussi aux idées reçues qu'il peut y avoir, j'en parlerai dans un de mes lives au réel sur les ruches, sur les espèces aussi exotiques, etc. Il y a des choses sur lesquelles qui m'irritent un peu quand je vois dans des formations permaculture ou sur des livres jardin-forêt. Je vous dis tout de suite par exemple sur les ruches, le fait que les ruches accueillent la biodiversité, ce qui est complètement faux. Des pratiques qu'il faut revoir en fait, qu'on pense être bonnes pour la biodiversité et en fait qui sont au contraire néfastes pour la biodiversité. Bref, c'est une formation qui s'attaque un peu à tous les aspects du jardinage naturel. Et donc ça c'est le 7 janvier, et une autre le 14 janvier sur l'agroforesterie, un thème qui tient beaucoup à cœur. L'agroforesterie en fait c'est en fait ce que les paysans et paysannes du monde entier faisaient il y a 100 ans. Hein. Enfin que tout le monde faisait en fait dans le monde entier. C'était travailler étroitement, en fait cultiver étroitement en lien avec les arbres. C'est-à-dire qu'autrefois on pouvait pas envisager une autonomie collective paysanne, un mode de vie paysan sans envisager en fait la culture des arbres entre guillemets, ou en fait le fait de travailler étroitement avec les arbres, ce qui a été possible après de s'en détacher grâce ou à cause plutôt du pétrole, du gaz, des énergies fossiles et de la mondialisation, donc avec tout ce qui est agriculture productiviste, agriculture spécialisée, ce qui a fait derrière donc la destruction de tous les espaces naturels qui étaient en fait inclus dans les fermes, donc les haies, les ripisylves, les prairies permanentes, etc., etc. Donc ouais, l'agroforesterie c'est très très important parce que même dans un jardin en fait elle est centrale. Dans un jardin on a de quoi mettre en place de l'agroforesterie et c'est central aussi pour l'autonomie collective, mais aussi pour la biodiversité. Donc voilà, c'est aussi ça que je mets en place dans mes formations, c'est initiation à tous les aspects qu'il peut y avoir autour de l'arbre et de la culture avec les arbres sur l'agroforesterie aussi. Et les journées d'approfondissement sur le jardinage naturel et sur l'agroforesterie, c'est en février là que j'en ai programmé. Là c'est plus des journées qui vont plus loin dans ces concepts-là et plus sur la pratique on va dire. Voilà. Sinon, donc, pour répondre à ta question, Anna, comment va la chienne, bah, oui, j'en ai pas parlé dans mes posts, j'ai pas eu l'occasion parce qu'en plus ça m'a un peu trauma, puis j'étais pas dans une super période à ce moment-là. Mais oui, on s'est fait abattre une de nos chiennes par des chasseurs du coin, qu'on soupçonne qui ça pourrait être, des gens qui nous avaient déjà posé des soucis quand j'étais pas mal engagé dans la lutte contre le surf park avec d'autres copains et qui nous avaient menacé de mort, qui nous avaient fait des tentatives d'intrusion sur la ferme. Et des gens qui nous avaient justement chargé aussi quand on avait occupé le terrain du surf park contre lequel on avait lutté, projet, nous avaient chargé du coup avec des tracteurs, avec tonalisier. Et du coup, ça avait été un épisode complètement malade, traumatisant. En plus, c'était accompagné par les flics qui avaient fait ça. Et du coup, on sait que c'est un des leaders de ceux qui avaient fait ça, quoi. Qui a sûrement abattu une de nos chiennes qui traînait un petit peu en dehors de la ferme. Donc il y a une enquête des gendarmes, mais on n'y croit pas trop, quoi. Voilà, malheureusement, mais c'est horrible. Enfin voilà, malheureusement c'est aussi un truc de la campagne. Il faut le savoir quand on s'installe à la campagne, c'est le vigilantisme qui monte en puissance et du coup la haine envers les éco-terroristes, les wokistes, voilà, envers toutes les personnes en fait différentes ou qui osent ouvrir leur gueule sur des sujets sur lesquels ça dérange, quoi. Voilà, et donc ça faut le savoir. C'est un des inconvénients de vivre en campagne. Voilà, il faut savoir que tout le monde se connaît et que on n'est pas très bienvenu. Enfin, ça dépend des coins de campagne bien sûr, mais dans pas mal de coins de campagne, pas très bienvenu les écolos, quoi. Voilà, et surtout qu'on est un peu typique, un peu différent, quoi. Voilà, sinon, Martin, tu me poses des questions. Quelle est la surface à faire par un bocage? Du coup, alors la surface... Ah oui, attends, j'ai pas vu, c'est horrible. Tes commentaires, Solène, ouais, bah oui, c'est vraiment horrible. Non, non, mais ouais, c'est malheureusement on finit pas par être habitué, mais par comment dire, je sais pas comment dire, par prendre sur nous. Enfin, malheureusement, enfin, même si c'est très dur et si ça participe pas à être bien. Et sincèrement, je suis pas toujours hyper bien, mais voilà, c'est sûr que ouais, la lutte anti-chat, c'est encore un sujet important, c'est clair. Ouais, ouais. C'est un gros sujet ça aussi. Mais j'aurai l'occasion d'en parler
dans un live en réel ça aussi, ouais, ces questions-là. Euh, mais du coup, donc la surface en ferme par bocage, c'est à peu près en surface cultivée, c'est-à-dire vraiment surface dont je me sers pour les légumes. Là cette année j'ai un peu augmenté parce que j'étais obligé, mes parents en fait arrêtent progressivement leur activité, ils vont toujours continuer, mais du coup le choix devait se faire pour moi, c'était donc la ferme elle est juste à côté de mes parents. C'était pour pérenniser mon installation et puis parce que même je louais aussi plus les terres dans lesquelles je suis là, dans lesquelles j'étais historiquement à mes parents. C'était du coup de reprendre une partie de la ferme de mes parents. Donc j'ai augmenté mes paniers là, cette année. Je suis passé à 50 paniers au lieu de 25 avant. Et donc la surface a augmenté aussi, cultivée, donc je suis rendu maintenant, que je ne me trompe pas, 1 hectare 2 à peu près, de maraîchage. Donc je suis rendu pour l'équivalent de 55 paniers, quoi. Donc ça fait pas mal de boulot. Voilà. Plus en surface, par contre, il y a pas mal de haies centenaires, il y a une bande boisée ripisylve qui est assez énorme, qui fait 6000 mètres carrés, qui est multicentenaire, des zones humides, des prairies permanentes, tout ça, ça fait derrière 11 hectares. Voilà, donc il y a beaucoup de zones en fait où je ne fais rien entre guillemets, où je fais du foin pour le paillage de mes parcelles, ou que je laisse en mode plus friche ou sauvage, ou voilà. Donc j'ai la chance aussi d'avoir du coup des beaux écosystèmes et donc qui sont intrinsèquement chouettes en soi, enfin à voir, et aussi qui permettent aussi au niveau des cultures d'avoir une belle régulation au niveau des parasites. Donc alors Anna, merci. Merci Anna, hein, merci beaucoup. C'est chouette. Et merci Nickel Jo aussi. Donc je relis pour ce que merci pour ton engagement et tes combats. On est là si tu as besoin. Anna donc et Nickel Jo, courage à toi. Merci. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai pris un peu de recul là ces derniers temps par rapport à la lutte. Parce qu'il y a eu le carnet aussi après Surf Park, il y a eu la lutte contre le projet industriel du carnet où j'étais pas mal engagé. Et ça a été dur aussi. Et du coup j'avais du mal en fait à gérer la ferme, les activités pédagogiques, donc le maraîchage, les activités pédagogiques plus la lutte, c'était beaucoup et je faisais des burn-out sur burn-out régulièrement et là du coup depuis l'année dernière depuis cette année en fait j'ai décidé un petit peu de me calmer, de me recentrer un petit peu sur les activités parce qu'il y avait pas mal de choses aussi à retaper sur la ferme, des choses à recadrer, puis moi j'avais besoin personnellement de reprendre un peu d'assises quoi, parce que c'est très très dur de lutter, surtout en campagne je trouve, plus qu'en ville parce qu'on n'a pas l'anonymat et j'avais choisi aussi, c'était un choix de pas être anonyme, donc j'étais la cible récurrente de pas mal de gens. Donc du coup voilà, là ça fait du bien de faire ces petites pauses un petit peu, là et je m'en remets petit à petit. Et de la répression aussi judiciaire qui a été forte avec 3 procès politiques en 1 an et demi. Quoi. Mais voilà, en même temps il faudrait qu'il y ait plus de gens qui s'engagent parce qu'on a vraiment besoin d'engagements locaux, c'est primordial quoi. Pour moi ça fait partie d'un projet paysan, c'est s'engager dans son territoire, de s'y impliquer. C'est l'extension du projet paysan, il n'y a pas de... Enfin voilà, pour moi mais bon, j'aurai l'occasion de développer ça plus tard, sur d'autres moments. Lulu, bonjour, quelle culture faisaient vos parents? Oh là, ils sont passés par plusieurs étapes. Mes parents, quand ils ont quand ils ont acheté la ferme, ils étaient pas originaires du coin, enfin, ils étaient proches, ils étaient dans le Pays de Ré, mais pas originaires de la commune de Chauvet. Ils ont repris la ferme, ils étaient locataires au début, et en fait, ils s'étaient installés comme bergers, c'était leur passion d'origine. Mais ils ont connu la crise du mouton dans les années 80, quand l'Angleterre a rejoint l'Union Européenne, donc avec le Commonwealth. Et ils ont dû rebondir du coup, ils sont passés par plusieurs activités, mais jamais trop satisfaisants, et ils ont galéré, ce qui s'était parmi aussi les pionniers de la bio dans le coin. Les terres sont en bio depuis 30 ans, ici, dans le coin, ici sur la ferme. Et c'était très dur au début, la bio, c'était très dur, hein. Fallait vraiment fallait prendre sur soi, et j'ai vécu, j'ai vu la précarité de mes parents, et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie au début de pas faire paysan, enfin ce qui m'a pas donné envie justement de faire paysan, c'est d'avoir vécu un petit peu la précarité, et le fait que je les voyais jamais, mes parents. Et en fait j'y suis revenu, parce que heureusement aussi il y a le développement des paniers bio, et le woofing, faut le dire quand même, hein, qui ont permis de la petite paysannerie d'être sauvée bio et de pouvoir prendre de l'ampleur au début des années 2000. Sans ça, je pense qu'on serait pas aujourd'hui à autant d'installations, et encore il en faudrait bien davantage. Hein. Mais c'est clair que c'est très difficile encore aujourd'hui même d'être petite paysanne bio. C'est faut pas mal de courage. Mais je remercie mes parents pour avoir pour avoir continué quand même malgré tout et persévéré, et du coup j'en profite aujourd'hui, et c'est un vrai havre de biodiversité, c'est une ferme qui est magnifique et j'ai la chance de pouvoir en profiter. Donc ils sont passés par plusieurs trucs, ils ont été paysans de boulanger, ils ont été éleveurs de cochons en plein air, charcuterie, et du coup maintenant ils sont maraîchers quoi.
Euh, voilà, c'est leur activité principale, avec un petit peu de petits fruits et un peu d'arbres. Voilà, un peu comme moi en fait. Voilà. Excepté les prestations pédagogiques que je fais du coup. Euh, Bah merci Martin. Ouais, bah, du coup j'avais montré dans le précédent live sur les friches, oui, vous avez dû voir un petit peu une partie du bocage de ma ferme, pas forcément tout, mais bah non, loin d'avoir tout vu justement. Mais voilà, il y avait déjà une bonne partie que vous avez pu voir et du coup voilà, c'est plutôt chouette. Et Nika Dujou, t'avais su une formation précise avant de commencer ton activité ou t'as appris ton métier sur le tas et au contact de famille? Oui, si, j'ai commencé mon activité, enfin, j'avais commencé comme aide familiale pendant un an et je me suis formé avec un BPRE en culture légumière à 21 ans. Après, le diplôme de technicien en agroforesterie, je l'ai obtenu il y a 6 ans, 50 ça à peu près, au CFPA du Fresne à Angers. Voilà, et sinon, le fait d'être formateur pédagogique, je l'ai appris sur le tas. Même si j'ai suivi des stages chez des formateurs pédagogiques aussi, enfin chez des gens qui faisaient l'animation pédagogique. Voilà, mais sans plus quoi, j'ai pas fait de formation quoi. Je l'ai appris sur le tas au fur et à mesure. Voilà. Mais le maraîchage bio, oui, j'ai été formé encore avec un diplôme adulte du coup, BPRE quoi. Et Solène, oui c'est usant, c'est sûr. Oui. Oui. Nikaju, oui, ça m'arrive de prendre des stagiaires. Je prends des stagiaires, je prends des woofeurs sur ma ferme. J'accueille pas mal de monde toute l'année. Après l'hiver prochain, je sais pas si je continuerai parce que c'est vrai que toute l'année d'accueillir du monde, c'est aussi une charge mentale, c'est assez usant, même si c'est chouette par plein d'autres côtés. Mais en tout cas pour l'instant, oui, j'accueille du monde toute l'année. En stage Pôle Emploi, donc stage découverte métier, stage avec les formations BPA, BPREA, etc. Et puis aussi woofing quoi. Voilà. Et salut Julie. Euh, ouais, mais le Pays de Ré est magnifique. Hein. C'est vrai que les gens connaissent pas. D'un côté, heureusement, il y a pas, ça nous préserve un petit peu de tourisme vert ou de trop de fréquentation, mais les marais du Pays de Ré sont incroyables. Il y a vraiment des paysages juste splendides. C'est juste, ouais, c'est juste magnifique quoi. On a une zone, en fait, le Pays de Ré, c'est 35% de zone humide. Donc le Pays de Ré, c'est le sud-ouest du 44. Hein. Tout le sud-ouest du 44. C'est entre le lac de Grandlieu, la côte et l'estuaire de la Loire. Et du coup, on a la chance d'avoir une des zones des migrations les plus importantes d'Europe, donc au niveau des oiseaux migrateurs. On a énormément d'espèces protégées au niveau des espèces d'amphibiens. Enfin, on est dans un coin en fait qui est très 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 beau et très riche en biodiversité. Donc c'est vraiment magique. Et on a la chance d'avoir ça quoi. Et Solène, ouais, c'est du boulot, d'accueillir du monde et les former, le paradis pour les. Ouais. Oui, d'accueillir du monde et les former, ouais, oui, c'est du boulot, oui, effectivement, oui, c'est sûr. Mais après, j'aime ça, et c'est vrai que c'est chouette, quoi. Et c'est du coup, voilà, j'aime bien accueillir du monde. C'est juste, je pense que voilà, toute l'année, c'était je vais revenir quand même sur ça, et peut-être parce que c'est vrai que faire des pauses, ça fait du bien aussi. Par contre, pour pouvoir être disponible, par contre, toute l'année, enfin, pour pouvoir être disponible quand les gens sont là, ça va des pauses de temps en temps, c'est important, quoi, je pense. Euh, les paradis pour les fous d'oiseaux, ouais, complètement, c'est clair. J'ai été formé guide nature avec les PO dans cette région. Ah, d'accord, ok, trop bien, c'est bien. Ah bah oui, ok. Ouais, bah oui, donc tu vas bien connaître le coin du coup. Ouais, c'est vraiment magnifique quoi. Ouais, non. Et Martin, le moment parfait, j'adore les dinosaures. Alors attends, oui, ok. Je sais pas, alors j'ai pas si le truc, mais je peux dire, désolé, j'ai pas compris la blague, mais parfait, j'adore les dinosaures. Tu veux dire par rapport aux oiseaux ou je sais pas. J'essaie de voir. En tout cas, voilà, bah en tout cas, je sais pas s'il y a d'autres questions sur la ferme. Alors merci. Avec Martin, nous souhaitons nous installer en tant que maraîcher, actuellement employé dans une ferme maraîchère à Zonay dans l'Oise. Quel conseil, formation? Dino oiseau, ouais, c'était bien ça, ok, d'accord. Ouais, j'étais pas sûr d'avoir compris le truc, mais c'est bien oiseau, ok. Merci avec Martin, nous souhaitons nous installer en tant que maraîcher, actuellement employé dans une ferme maraîchère à Zonay dans l'Oise. Quel conseil, formation, recherche pourras-tu donner? Déjà, ouais, ce sera peut-être l'occasion d'un live à un moment donné, mais j'aimerais bien parler de ces questions-là, mais peut-être avec d'autres collègues, avec d'autres gens qui ont eu des déboires pour s'installer, ou qui sont installés actuellement, ou qui chercheraient à s'installer plus tard. Mais la question justement de l'installation en fait paysanne, qui pour moi est cruciale. On ne parle pas beaucoup des difficultés en fait, enfin des mythes qui est autour de l'installation paysanne, des problèmes de validisme, des problèmes aussi de virilisme, on en a parlé, on a échangé avec Solène sur cette question-là. Et du coup c'est vrai que enfin il y a plein de choses qui se posent, aussi des problèmes aussi
que vraiment les syndicats, la Confédération paysanne et autres sont vraiment dans une réflexion individualiste par rapport à l'installation. Moi, j'ai eu ceci par rapport à ça, je trouve, par rapport à une formation que j'avais fait avec eux, où c'est si t'arrives pas à gérer ta ferme, c'est ta faute, c'est ton problème, et où on a une vision vraiment métier de l'installation paysanne qui me dérange beaucoup, même si aujourd'hui, bien sûr, bah oui, le système économique dans lequel on est fait qu'on est obligé de sortir un peu d'argent, mais il n'y a pas de perspective haute, et il n'y a pas de... Si tu réussis pas à t'offrir un salaire, si tu réussis pas à en faire un vrai métier, on va dire que t'es pas considéré comme vraiment paysanne quoi. C'est un mépris un peu des installations atypiques, qu'on dit atypiques, des installations, et du coup il n'y a pas vraiment de soutien ou de syndicalisme ou d'engagement politique pour essayer d'aller de plus en plus vers quelque chose de différent quoi, vers un mode une installation paysanne différente. Et aussi par rapport à la question des habitats légers, aussi il n'y a pas tellement de soutien de la part des syndicats paysans, enfin de la conf ou d'autres organisations paysannes, enfin il y a plein de choses sur lesquelles ça serait intéressant de parler. Mais pour répondre plus moins politiquement à ta question, mais plus de manière pratique, le milieu, donc du coup déjà se former le plus possible par soi-même dans du woofing, des stages, parce que beaucoup de copains, j'ai vu beaucoup de copains au bout de 10 années d'expérience qui se sont cassés la gueule, ou qui ont fini par faire des burn-out, finir par faire des séparations de leur couple, finir par avoir des problèmes divers et variés, parce qu'en fait il y a eu un peu l'espoir de pouvoir comment dire, c'est complet comme enfin c'est une réponse qu'il faudrait que je sois qui soit complète quoi, mais bref, en tout cas qui correspondait pas, en fait la réalité correspondait pas à ce qu'ils attendaient, ce qu'elle attendait, et finalement c'était beaucoup plus difficile que ça. Et du coup donc je te conseille vraiment le plus possible d'expérience avant de se lancer, même si c'est qu'on a envie de s'installer, on a envie que ça soit rapide, on a envie de concrétiser son projet très rapidement, mais le plus possible prendre l'expérience pour aller voir différents projets, et souvent des projets, c'est bien d'aller voir des projets qui ont duré dans le temps, pour voir comment ils ont duré dans le temps, être lucide aussi sur les limites de ce modèle-là par rapport à ton éthique, toujours aussi avoir en tête toujours l'éthique que tu as au début, ne pas la perdre, même s'il faut bien sûr il faudra faire des compromis par rapport à l'installation paysanne, mais c'est important de toujours l'avoir en tête comme but, même si tu fais des compromis au début, et d'essayer de garder ça en tête. Voilà, mais le plus possible d'expérience concrète quoi. Et en formation, ça va dépendre vraiment de... Les formations BPRA, c'était pas ouf ce que j'ai appris. Par contre, ce qui était bien, c'était l'échange avec les collègues, qui était stimulant, qui était chouette. Et surtout, si tu cherches à faire un projet collectif après, c'est l'occasion de trouver du monde avec qui faire des projets collectifs, quoi. Les BPRA en présentiel. Après, t'as aussi des BPRA aussi en distanciel, qui sont intéressants si t'as pas envie de trop t'embêter à suivre un cours, et juste faire au minimum, voilà, la formation. Mais voilà, en tout cas, il y a aussi des formations BTS ou autres, mais ça c'est vraiment si plus tard tu dis que tu veux t'orienter vers faire du conseil, vers la formation, vers des choses comme ça peut être intéressant, mais c'est pas obligé de faire un BTS pour s'installer, à moins que tu aies vraiment envie d'apprendre plein de choses au niveau théorique. Voilà, sinon il y a plein de réseaux à connaître qui sont chouettes aussi pour à se renseigner. Il y a le réseau maraîchage survivant qui peut être intéressant à connaître. Il y a quoi aussi comme il y a tous les réseaux permaculture en France que tu peux trouver. Voilà, il y a plein de réseaux, le woofing aussi qui est bien à connaître et à faire. Je suis sûr que j'oublie des choses parce que j'ai pas préparé le truc, mais voilà, en tout cas voilà un petit peu ce que je peux te dire en réponse. Martin, on viendra se la faire un jour pour discuter, découvrir ce que tu fais, un woofing peut-être, carrément avec plaisir. Ouais, je suis en BPRA actuellement, et le maraîchage, le bio, etc. ne sont jamais abordés. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est quand même un problème, ouais. Je sais pas dans quel BPRA tu es, mais ouais, c'est chaud quand même. Parce que je sais que même le BPRA du 44, la chambre d'agriculture, ils abordent beaucoup de bio, parce qu'en fait, il y a tout le monde qui souhaite s'installer après en bio. Et donc du coup, depuis des années, ils ont été obligés de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Donc même alors que la chambre d'agriculture est commandée est dirigée par les FNSEA, la formation qu'ils font à la chambre d'agriculture est quand même vachement axée bio et agroécologie, quoi. Donc c'est con que tu sois tombé, je sais pas dans quel paper t'es tombé, mais ça va pas être top. Mais voilà, en tout cas, je sais pas si y a d'autres questions, parce que je vais arrêter là le live, mais en tout cas, salut Ellie. Ouais, du coup, s'il y a pas d'autres questions, je vais arrêter là le live, à moins qu'il y ait d'autres questions en tout cas. Et merci, oui, on recherche d'autres points de vue. Dans l'Oise, on a que de la grande culture conventionnelle, maraîchage et bio sont très mal vus. Ah ouais, dans l'Oise, oh la vache, oui. Bonne journée Solène, à bientôt, salut, plaisir.
D'ailleurs, au passage, je vous conseille de voir les activités de Solène. Ce qu'elle fait, c'est super chouette. Vous pouvez aller voir sur son compte. Du coup, elle fait pas mal de choses au niveau de l'arboristerie, des cosmétiques naturels et autres. Donc, n'hésitez pas à parcourir son compte. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. C'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous conseille d'aller parcourir son compte Instagram, son profil. Ouais. J'ai plus le début, t'inquiète pas, c'est pas grave. Du coup, bah, de toute façon, le live, je le mettrai, je pense, en enregistrement, enfin, en mode, je le remettrai sur mon profil Instagram. Donc, c'est pas grave, Alice, si t'as pas loupé, voilà, si t'as loupé, quoi. Bah, bonne journée, Lulu, et merci, Annick et Joe, puis bonne journée aussi. Et voilà. Regardez ça, ok, super, merci. Et puis bonne journée à vous toutes et tous. Et puis on se dit du coup à bientôt pour un prochain live, un prochain réel. Et puis n'hésitez pas à parcourir mon site web parinbocage.fr d'ici là, à venir sur la ferme lors de formation que je fais à privé conscient aussi si vous voulez que je vienne en conseil sur vos projets de jardin ou de ferme, n'hésitez pas aussi ou en parler autour de vous. Et je cherche aussi si vous connaissez du monde qui est dans l'animation, qui est auprès de structures scolaires, auprès de structures de loisirs, ou des professeurs d'école, de collège, de lycée, etc. Je cherche des structures avec qui faire intervenir sur ma ferme, pour plusieurs prestations pédagogiques ou à intervenir sur des structures scolaires ou de loisirs dans les structures en elles-mêmes, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des contacts si vous en avez, quoi. Voilà, je pense que j'ai préféré faire le tour. Je vous dis à bientôt et belle journée à vous et au plaisir de vous retrouver dans un prochain live. Voilà, à bientôt, salut.